Bien le bonjour. Voilà, on peut la réécouter une deuxième fois si vous voulez pour commencer la table ronde. Non, mais ou bien sinon on peut passer direct aux présentations. Euh, du coup là, on va parler de désamour principalement. Et, euh, et du coup là, on est avec plein de gens. Je te laisse Cassandre un peu commencer le commencement. Bon, bah, bonjour à tous. Du coup, on va une table ronde sur l'oscillation du cœur du notoris. Effectivement, on est avec plein de gens, les invités si présents. Euh, Célia Portet-Messidor, Loïc Sécheresse. Oui, on peut applaudir ou rechanter la chanson, ouais. Et Maybelline Zvortsov. Allez. Vous pouvez admirer ce gif qui se détruit et qui se reconstruit. Donc on va vous parler d'amour, et donc de désamour, comme l'a dit Tristan, mais aussi surtout de bande dessinée amoureuse et peut-être aussi désamoureuse. Je ne sais pas, on va peut-être pas faire la blague trop longtemps, mais voilà. Donc pour information, on n'est ni psy, on n'est pas essayiste, on n'est ni le courrier des cœurs, ni bourreau des cœurs, rien du tout. Donc on va vraiment axer cette rencontre sur les ouvrages, sur les textes, sur les dessins, sur les travaux des autoristes présents. Voilà. Donc on peut commencer par des histoires de déglamour. Alors, on commence tout de suite par Loïc. On avait envie de parler de déglamour, de notre rapport au glamour et donc pardon, je suis désolée. Donc des histoires qui remettent en question tous les textes enfin vous voyez ce couple prince et princesse, ce glamour hétéro, cis, blanc. Et du coup, on avait des questions avec Loïc qui nous a écrit un livre qui se nomme La guerre et qui, selon la couverture, pourrait parler d'une histoire de glamour, mais pas du tout. Et voilà. Je n'ai pas écrit, j'ai dessiné ce Oui, livre. Il a été écrit par Thomas Caden. Et il y a une sorte de travail de coécriture sur l'interprétation justement de ces personnages, de ce couple en particulier, de ce qu'il est et de ce qu'il véhicule. tout à fait. On a des planches qui montrent. Vas-y, je te laisse. En fait, au début de l'album, justement, on assiste à une scène de mariage, donc le truc un peu justement cliché, le meilleur jour de notre vie, hein, comme on pourrait le dire, enfin à l'ancienne. Mais donc voilà, on a ces deux pages vraiment dans une atmosphère très très bourgeoise avec le cousin du protagoniste là avec son énorme menton de droite qui va faire une petite blague un peu pour détendre l'atmosphère, mais au final, bon, on est dans quelque chose de plutôt guindé. Et ce que je trouve de très réussi, c'est justement, j'avais l'impression d'être à l'intérieur de la scène de ce mariage-là. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. Et je trouve que avec les lumières, etc., on arrive bien à s'immerger dans ces deux planches. Et aussi, quand on voit les réactions de l'héroïne aussi de la guerre. Du coup, je pense, Loïc, je ne sais pas comment tu as conçu l'entrée du récit, peut-être en mettant justement un peu tous les clichés de la lune de miel, après avec le voyage aux Seychelles, etc. Comment tu as pris à bras le corps le projet? Bah, en fait, le projet de Thomas mettait vraiment en scène ce couple. Alors, il y a une première scène fondamentale. Enfin, l'album s'ouvre sur une scène fondamentale et qui bouscule tout le récit par la suite. Mais ensuite, il y a tout ce récit de ce couple parfait qui coche toutes les cases. L'idée était de montrer que ce couple passait par des étapes qui étaient prédéfinies socialement. C'est-à-dire qu'il cochait tranquillement, petit à petit et sans surprise, les cases de la réussite sociale, une réussite sociale très, comment dire, très publicitaire, qui est celle vraiment du monde de la pub, avec le voyage aux Seychelles, je sais plus où c'était d'ailleurs, avec Lodi qui change de modèle quand on a un enfant,
Et j'ai appris plein de choses sur les Audi. Plein de choses que je ne savais pas. On pourrait faire une table ronde là-dessus, mais une autre fois, je pense. D'accord, ah ok. Et non, l'idée, c'était vraiment qu'ils passent par tout ça. On sait que, de toute façon, pour eux, ça marche et eux-mêmes le savent. Voilà. Donc, il fallait vraiment compiler tout ce que le monde publicitaire renvoie de glamour. Le monde publicitaire, je m'en suis rendu compte en faisant cet album, parle beaucoup, beaucoup d'amour. C'est une de nos sources sur ce qu'est l'amour et le bonheur. Enfin, c'est un monde qui utilise énormément ces termes, et je pense qu'on entend énormément ces termes au quotidien par la publicité, via la publicité, qu'elle soit télévisuelle ou magazine. Ouais, tu peux nous dire aussi comment tu as abordé justement tes deux personnages d'un point de vue graphique, si tu t'es calqué sur justement quelque chose que tu avais vu, une anecdote ou quelque chose comme ça. Une anecdote genre celle que je vous ai racontée il y a quelques jours, c'est ça? Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne connais pas. Non, effectivement, j'ai essayé de raccorder à des choses que j'avais pu voir. Il se trouve que j'ai habité quelques années à Paris, dans le 8e arrondissement, qui est un arrondissement très, très bourgeois. Et ce type de personnage était un peu le type de personnage que je voyais au quotidien, avec des codes qui parfois me surprenaient. Enfin, moi, franchement, dans cet environnement, parfois, je me sentais plus en France, quoi. Je me sentais à Monaco, je me sentais au Liechtenstein, mais pas en France, vraiment pas, quoi. Ça ressemblait pas à ce que je connaissais de notre pays. C'est assez sidérant de voir comment certains quartiers séparatistes peut-être évoluent et ont des codes sociaux tout à fait différents du reste du pays. Et en l'occurrence, Thomas m'avait demandé à ce que le personnage féminin, Alice, enfin m'avait dit une des références pour Alice, ça peut être Catherine Deneuve-Jeune, donc on est vraiment dans le cliché là encore. Donc il y a un petit peu de Catherine Deneuve. J'avais travaillé d'après des poses d'une mannequin dont j'ai oublié le nom depuis, hélas. Et quant au couple lui-même, pour le mec, j'avais envie de cette physionomie de gens qui ont un peu des têtes de gros poupons, de gros bébés, mais comme des bébés, on a parlé tout à l'heure avec quelqu'un, un peu des bébés qui auraient déjà leurs dents d'adultes, vous voyez, c'est un truc un peu flippant, quoi. Et quelqu'un d'un peu rond, enfin un peu comme Gabriel Attal, comme ce genre de personne, quoi. Et il y avait l'idée qu'il soit poupon, un peu trop, enfin qu'il y ait une sorte de violence rentrée, en fait, que ce soit très rond, mais qu'en fait dedans c'est vraiment pas cool, quoi. Et en effet, comme ce livre était quand même difficile à faire pour diverses raisons, j'hésitais à le faire. Je ne savais pas si je serais capable de le faire, de porter le récit de Thomas. Et il se trouve qu'un jour, en prenant le train entre Paris et Nantes, j'avais pris un billet première classe, vous savez, parce que c'était genre 2 € plus cher que le deuxième classe. Et je m'étais fait une petite folie. Et c'était un billet dans un compartiment de 4, et il y avait un couple qui était installé sur 2 sièges, et ma place était en face d'eux. Il se trouve que sur les sièges en face d'eux, ils avaient mis leurs pieds. Mais comme ce sont des gens bien éduqués, ils avaient retiré leurs chaussures. Donc je leur ai dit, excusez-moi, est-ce que je voudrais m'installer, ma place est en face. Ils m'ont dit, oui, oui, bien sûr, parce qu'ils sont très très bien éduqués. Et comme ils sont très bien éduqués, ils ont décalé leurs pieds, ils les ont mis à côté de moi. Et j'ai trouvé ça, j'ai regardé leurs pieds, je les ai regardés tous les deux, et j'ai trouvé ça fabuleux, et j'ai bien regardé leur tête. Et lui avait effectivement cette tête de gros bébé, c'était parfait. Et j'ai réussi à faire un rapide croquis qui m'a vaguement servi après, mais c'est surtout l'intention, ce qu'ils ont dégagé. Je me suis dit, ça c'est hyper violent en fait, c'est un truc de violence rentrée qui est vraiment intéressant à traiter. Ces personnages, ils sont là, ils sont devant moi, quoi. Ils existent. Oui, c'est ça. En fait, on a des personnages très glamour qui cochent toutes les cases, comme tu as dit, de la publicité, code de l'amour et tout. Et ces personnages sont de plus en plus antipathiques, alors qu'au début, c'est des personnages classiques qu'on admire ou qui représentent qu'on voit souvent dans des films et tout. Et on commence à percevoir la détresse parce qu'il y a quand même ce dessin en noir et blanc qui est dans ta planche en couleur, qui indique la suite, d'une certaine manière.
Donc on a un peu l'idée de ce qui va se passer, ce que vont faire ces personnages, parce qu'ils sont d'une crualité, enfin ils sont vraiment cruels en fait. C'est des personnes assez, ils touchent parce qu'on les poursuit, on les suit pendant tout le livre, mais ils restent profondément cruels pour leurs actions, ce qu'ils vont mener. Mais peut-être on en parlera. Tu me diras. Toujours dans cette notion du glamour et du déglamour, on avait des planches de Roxane Vence-Culotte. Et ces planches nous ont vraiment intéressés. Donc là, on a notamment la référence à Eyes Wide Shut, cette grande scène ultra glamour dans le film, où c'est une grande scène d'orgie masquée et tout, c'est hyper beau, etc. C'est très esthétique dans le film. Et là, ça l'est pas du tout. Je ne sais pas si tu veux, si Maybelline, tu veux rebondir. Je suis un peu stressée. Ouais, réfléchis. Non, il y a pas de souci. Faut que tu. En plus, il y a Vous m'entendez? C'est quoi la question? Alors du coup, on avait cette scène dans Eyes Wide Shut, donc c'est toute cette scène dans un grand château avec ses décors magnifiques, ses dorures et tout, ses damiers, enfin bref, c'est ce dallage. Et donc c'est une scène d'orgie. Mais sauf qu'on a ces personnages qui ont l'air, qui ont ce côté, ces regards un peu gênants en coin, ces doubles mentons, c'est une représentation qui donne pas tellement envie, quoi. En plus, on voit la scène à travers les yeux du personnage principal, de Roxane. Donc du coup, c'était pour savoir comment tu avais traité cette scène qui est censée être une scène glamour et qui l'est pas dans ton livre, quoi. Après, à mon souvenir, dans Eyes Wide Shut, la scène n'est pas glamour du tout. Enfin, ouais. On voit quand même transparaître toutes les perversions et tout ce qu'il y a de plus décadent, de plus dégueulasse chez ces personnages. Oui, tu as raison. C'est vrai que moi, j'ai un souvenir de ce film très esthétique. Mais... Vous m'entendez? Ouais, désolé. Comme ça. J'utilise rarement de micro en fait. Là, vous m'entendez? Du coup, là, vous m'avez pas du tout entendu dans tout ce que j'ai dit. Ah merde. Ok, je vais parler plus fort. Ouais. Oui, tu disais que la scène dans le film ne l'était pas et que dans ton livre non plus, elle ne l'est pas. Ouais. Une scène de déglamour, quoi. Ouais, j'aime bien ce mot déglamour. Oui, moi aussi, je l'aime bien aussi. J'ai envie de le dire plusieurs fois. Oui, mais c'était par rapport à ton rapport du coup au désir dans ton livre, Roxane qui du coup vend ses culottes et qui est toujours un peu à côté de son désir. À côté, elle a un côté un peu désincarné. Ouais, après je dirais pas qu'elle est complètement à côté de son désir. Je pense que en fait c'est l'histoire d'une nana qui décide de vendre ses culottes sales à des inconnus pour se faire de l'argent et pour pimenter un peu son quotidien. Vous m'entendez là? Oui. Et du coup elle se retrouve embarquée dans des aventures un peu de plus en plus morbides et glauques mais rigolotes en même temps. Et en fait je dirais pas qu'elle est sans désir, je pense qu'elle est pleine de désir et qu'elle est justement, elle a un désir pulsionnel de ressentir quelque chose parce qu'elle se fait chier et elle veut juste ressentir quelque chose. Et c'est ça qui va l'entraîner dans toutes ses aventures. Et après tu parlais de personnage antipathique. C'est peut-être pour ça que... Enfin moi on m'a souvent dit qu'elle était antipathique. J'ai pas essayé de faire un personnage antipathique et plein de gens m'ont dit mais elle est insupportable, je l'aime pas. Et ça m'a un peu saoulée parce que je voulais quand même créer de l'empathie avec. Je sais pas où je vais avec ça. Non, mais en vrai, on en a pour Roxane. Je vous conseille de retrouver le livre et tous les livres qu'on va citer et tout, vous pouvez les retrouver sur le salon. Et on a de l'empathie pour tous ces personnages. C'est juste cette scène juste après, en fait, Roxane s'enfuit complètement du château. Oui. Ouais. Bon, voilà. Bon. Oui. C'était toujours pour questionner ce déglamour et ce rapport. Donc là, on a une bande dessinée faite par Célia Portet-Messidor pour Biscotto. Et c'était un numéro qui parlait d'amour, justement, mais pour les enfants. C'est une revue dessinée pour les enfants. Et donc, on avait ce démarrage de la bande dessinée où tu questionnes ce stéréotype de l'amour du prince et de la princesse qu'on voit très Disney... voilà, avec cette scène au début, et qui va justement amener à questionner notre rapport à l'amour. Donc, comment est-ce que tu as choisi de montrer un nouveau rapport à l'amour aux enfants par cette bande dessinée? Je ne sais pas si cette commande, comment elle s'est passée, comment tu...
Oui, je sais plus. Enfin, ça date un peu. Alors, mais je crois que oui, la thématique c'était amoureux amoureuse. Et oui, je fais partie des personnes qui ont grandi avec les Disney princesses et compagnie. Et j'ai l'impression d'avoir été vraiment biberonnée à ça. Et là, j'avais envie de mettre en scène des enfants d'aujourd'hui qui regardent ça et qui se disent mais en fait, c'est n'importe quoi, ça se passe pas du tout comme ça. Et amener des différentes manières de vivre l'amour. Donc, je sais pas, il y a un enfant qui veut dire que lui, ça l'intéresse pas. Un qui dit, qui propose une définition de ce que ça peut être. En fait, moi, j'ai juste envie de faire des trucs, de partager du temps avec un amoureux, une amoureuse. Mais par contre, je veux pas qu'on s'embrasse. Et puis il y a des modèles un peu plus en marge, comme le polyamour, où là je fais intervenir un enfant qui parle de, je sais pas, une de ses tantes, je crois, qui vit en coloc et qui adore ses colocs, et puis à côté de ça qui fréquente, qui a plusieurs amoureux, amoureuses. Voilà, en tout cas j'avais envie de dresser un espèce de panel et puis évidemment à la fin de dire que en fait il y a encore plein d'autres manières de le vivre, que voilà, c'est pas que ça, c'est à chacune d'un peu inventer sa propre manière de vivre l'amour. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, ouais, c'est... Ce que j'aime bien dans cette BD justement, c'est que les enfants sont hyper sceptiques là. On voit l'espèce de dessin animé, là ils font un peu la moue, ils font un peu la gueule là sur leur canapé. Et est-ce que tu penses que peut-être la génération actuelle est peut-être un peu plus critique vis-à-vis de ça, ou bien, je sais pas, c'est peut-être toi, tu t'es un peu mis à la place de ces enfants, justement un peu la culture de masse qu'on a ingurgitée, qui peut-être nous travaille encore implicitement dans nos vies, même dans nos récits, quoi. En fait, je côtoie pas beaucoup d'enfants, donc je saurais pas dire, mais il y en a quelques-uns que je côtoie, et dont une qui doit avoir 10 ans et qui est pas du tout dans les normes hétéronormatives, quoi. Après, je vois bien, en fait, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des pas de côté, mais que quand j'entends des groupes d'enfants parler entre eux dans le bus ou dehors, ou quand je vois ce qu'ils jouent, je vois bien qu'on est encore vachement dans des trucs très binaires. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a, notamment pour plutôt des personnes qui sont entre l'enfance et l'adultesse, l'âge adulte, que là il peut y avoir... de toute façon, j'ai l'impression que c'est aussi l'âge où on teste on a la possibilité de plus tester. D'accord, où il y a des prises de conscience. Oui, peut-être aussi. Et on commence à avoir accès à d'autres contenus, parce que j'ai l'impression que les contenus pour la jeunesse sont très très encore... c'est pas facile de parler de manière autre, quoi. Dans Biscotto, par contre, c'est plus... t'as laissé un peu plus le champ libre et tout. Ouais. C'est cool. Alors on passe du coup sans transition à une scène qui est plutôt rocambolesque, avec justement ce point d'orgue d'un célèbre peintre allemand. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Je crois que tout est dit. Commenter cette... Ouais. Bon, en gros, ok. Vous m'entendez ? Donc dans cette histoire, elle contacte toujours son ex-copain qui est toujours amoureux d'elle quand elle est bourrée pour trouver du réconfort. Et donc c'est la scène d'ouverture. Donc c'est un peu triste, mais je crois que tout le monde peut s'identifier à ça, non ? C'est possible. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Ah oui, bah, on avait une autre scène justement, une autre scène de cul qui se termine peut-être un peu mieux. Ah oui, alors c'est une autre scène de Cunilingus, du coup, mais qui est un peu moins tristoun. Voilà, là pour le coup, elle a l'air un peu plus dedans. J'arrive pas à analyser mes propres trucs en fait. Non, ouais. Mais en fait, ce qui nous avait interloqué, ce qui nous avait fait un peu marrer, c'est qu'on avait deux scènes qui étaient vraiment en diptyque, où tu avais la première scène un peu ratée avec son ex, et la deuxième avec ce gars qu'elle a rencontré et tout, qui marche un peu mieux. Ouais. Et les deux lui font des déclarations, mais pas possibles. Oui. Qui sont assez étonnantes, quoi. Un peu intense, ouais. Ouais, un peu intense. En plus, elle répond pas, elle est là, par contre, bon, voilà, elle non, parle non, à peine, quoi. Elle dit par contre, en gros, c'est juste pour lui dire qu'elle a ses règles, mais je pense qu'elle est plutôt excitée par ce qu'il lui dit. Ok. Ok, bah tant mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire, mais sans spoiler, ça va se finir mal aussi, hein, cette histoire. Toutes les histoires d'amour sont foireuses dans cette BD. Ouais. De toute façon. Ouais, et dans la vie aussi. Oui. Mon expérience des histoires d'amour, c'est foireux. Du coup, vu que je pense que faire de la BD, c'est un peu raconter ça soi, en tout cas dans mon cas, du coup, les histoires d'amour sont foireuses dans mes BD. Même à la fin, parce que j'ai l'impression que... À part l'histoire d'amitié. Ouais. Mais du coup, c'est un peu une histoire d'amour aussi, peut-être. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est une forme d'amour que j'ai envie de mettre en avant, plus que l'amour romantique. Et l'amour de sa maman aussi. Ça parle d'amour familial. Du coup, il y a plusieurs histoires d'amour qui finissent sans trop divulguer aussi, divulgacher la fin du bouquin. Divulgacher, c'est un mot ? Ouais, c'est un super mot. C'est québécois ? Non, mais ça veut dire, si tu veux pas dire spoiler, tu dis divulgacher. Divulgacher, ok. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça. Mais oui, pourquoi pas. Du coup, on passe encore à une autre scène plutôt intime, avec encore la guerre. Et là, on est sur un rapport un peu de classe entre Halim et du coup l'héroïne principale de la guerre. Halim, c'est un garçon qu'elle a rencontré. Et du coup, Loïc, je sais pas si tu... Moi, ce qui m'interroge dans cette page-là, enfin surtout le début, où en fait elle mate le torse du gars, et vraiment il y a cette case centrale vraiment sur le torse. Et j'ai jamais trop vu ça dans même les bandes dessinées, où vraiment il y a plus un focus comme ça direct sur un corps masculin. Et oui, elle l'objectifie un petit peu aussi, je pense. Oui, elle objectifie complètement ce personnage d'Halim, qui est un jeune homme qu'elle rencontre suite à un malaise dans le métro. Et alors cette scène a été vraiment difficile à faire parce que ces personnages sont vraiment sur le fil. Et la difficulté que j'avais pour accompagner ces personnages, c'était de ne pas basculer dans ce qu'ils sont. C'est toujours de rester sur cette ligne de crête. Voilà, elles sont ça. Voilà, il y a cette idée de fantasmer les jeunes issus d'immigration de la part de quelqu'un qui vient de la bourgeoisie, de fantasmer dans ce qu'ils sont, par exemple dans leur pratique, dans leur pensée, dans leur idéologie. Il y avait une notion tout à fait même coloniale, en fait, du corps, de la possession du corps de l'autre, de ce qu'on projette dans le corps de l'autre. C'est-à-dire que ce personnage d'Halim n'intéresse pas Alice pour ce que Halim est, mais pour ce qu'elle lui permet de projeter en lui. Et pour ce qu'il représente, quoi. Voilà. Et c'était vraiment... cette scène était difficile parce que voilà, ils sont dans un hôtel minable. Ils baisent. Et lui, il est gentil, il est cool, il est doux, et elle, c'est pas ce qu'elle attend, quoi. Elle espérait un truc, je sais pas, un truc hollywoodien, un truc hardcore, je sais pas, ouais, bestial. Et ce plan, il était là effectivement pour souligner le regard que elle porte sur lui. Et il y avait l'idée aussi. Non, c'est dans la page précédente. Elle regarde son corps, il est allongé. La page suivante. Oui, là on voit aussi, même dans la première case de la deuxième page, ouais,
au niveau de... Bon là elle se barre et tout, mais au niveau de des courbes, etc., il y a quelque chose d'intéressant aussi. Dans... La page suivante, il est allongé sur le lit, Ouais. il mate la télé parce qu'il lui a mal parlé, ils sont mal parlé, il fait la gueule, ils font la gueule. Et il y a un strip où il est allongé et j'ai saucissonné son corps. C'est-à-dire qu'il y a son buste, il y a son cul, il y a ses cuisses, un truc comme ça. Et je crois que j'ai saucissonné, que j'ai légèrement décalé les plans pour donner vraiment l'impression elle regarde ce mec en tranche, quoi. Elle le prend pas pour ce qu'il est, elle prend ça, elle prend ça, elle prend ça, et elle y projette ce qu'elle a envie de projeter. Et ouais, c'était vraiment difficile, parce qu'après ce gros plan, je fais quoi ? Je fais ce strip où en fait on se rend compte qu'ils ne connaissent pas encore le prénom, donc lui il se présente. Et alors qu'il se présente, qu'il essaie de la rencontrer, elle est déjà partie en fait dans la troisième case. Elle est déjà en train de se barrer, quoi. Et la quatrième case, elle n'est plus là. Et donc c'est une scène absolument pas glamour là encore. Enfin, alors que pour le personnage d'Alice, il y avait certainement quelque chose de cet ordre-là, un amour, enfin un glamour justement bestial, hardcore. Voilà quoi. Elle lui demande même juste après si, là c'est plutôt dans le scénario, mais s'ils vendent la drogue, donc elle est vraiment pleine de clichés, elle est coloniale et raciste. Il y a vraiment tous les éléments. Elle demande un peu plus tard à ce qu'il lui parle comme il parle aux femmes de son pays. Oui, même le texte, on ne peut pas se tromper sur le rapport de force. Et là encore, autant les dialogues de Thomas étaient très clairs, autant le scénario, c'était un scénario très sec. Il y a très peu de mots, il y a très peu de dialogues, très peu de mots, très peu d'indications. C'était vraiment un dialogue à l'os. Et c'est vachement intéressant de traiter ça. C'est génial parce qu'on peut ramener vachement de chair. Mais le risque, vraiment, c'était de ramener, à force de ramener de la chair, c'était de faire un truc boursouflé et à côté, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai un peu sué sur ce genre de planche. Oui, encore une autre scène. C'est le projet qui est en cours. C'est ton projet en cours, et c'est encore une autre scène intime complètement. Pourquoi je vous envoyais ça? Moi je l'adore. Je sais pas, mais c'est très cru, quoi. Oui, encore je vous ai épargné le pire, hein, franchement. Donc ça c'est un projet sur lequel je bosse en ce moment, qui pour le coup sera un récit choral où plusieurs personnages vont s'entrecroiser et ils sont tous plus ou moins dans le mal dans leur life, quoi. Et ils ont des âges différents et des problèmes différents, et là je m'intéresse à un couple de cinquantenaires dont la femme elle excite plus son mari, du coup elle essaie désespérément de la guicher, mais lui il veut juste regarder Stranger Things, et finalement ils finissent au lit. Et voilà, et donc il s'ensuit une scène de sexe sordide, vraiment tristoun, quoi, où lui essaie de lui mettre du lubrifiant et tout, bref. Et voilà, et du coup la BD elle va parler d'amour sous toutes ses formes et tous les problèmes que ça peut poser, donc la fin du désir là notamment, mais ça va aussi parler d'amour naissant, d'adolescence, de jalousie, de trucs comme ça. J'ai pas encore le titre. Je voulais l'appeler La chair à vif, mais ça fait un peu prétentieux, genre Bec BD, non? Vous en pensez quoi? De Bec BD? Bec BD, je crois qu'on est tous d'accord. Mais non, La chair à vif, non, c'est pas ouf, non? On pourra faire un sondage à la fin plus tard, pour le public. Ouais. Non, je sais pas, j'ai même pas le temps de réfléchir, que tu dis que c'est déjà pas bien, donc non, je sais pas. Moi je trouve ça pas mal, mais... Ok, ouais. C'est noté. Ok, on part là-dessus. Alors là, on enchaîne sur un petit medley fictif, les pires phrases de rupture d'un éditeur, d'une éditrice, avec une super esthétique Skyblog années 2000, que peut-être les connaisseurs apprécieront. Et du coup, on part sur la première phrase fictive. Donc, c'est pas ton projet le problème, c'est moi. Donc, est-ce que ça fait écho un peu dans votre vie respective d'artistes, auteurs, quoi? Et si vous aimez bien les doubles dragons, c'est sympa. Voilà, c'est peut-être il y a un dragon, c'est l'auteur, l'autre éditeur, ou voilà. On doit...
Non, ça ne m'évoque rien. Ok, super. Mais ça arrive fréquemment, je sais pas, ça vous est déjà arrivé ce genre de truc? Oui. Ah merde. Ok. Tu comprends, c'est moi le problème. Je ne saurais pas le défendre et l'aimer comme il faut, ce projet. Ah. Je ne saurais pas le porter. Voilà. Non, mais oui, complètement. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que, souvent, non, c'est pas si souvent non plus, je sais pas, mais quand il y a ce genre de réponse, eh bien, alors que jusque-là, on communiquait par mail, là, il y a un coup de téléphone. Et c'est drôle comment on fait la rupture. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par écrit? Est-ce qu'on se voit? Est-ce que, oui, bien sûr, ça évoque des choses. Ouais. Aïe. Moi, ça m'évoque plus, parce que j'ai pas eu trop l'occasion d'avoir des refus d'éditoristes, même si ça m'est déjà arrivé, une fois. Mais ça m'évoque plutôt les refus de demande de résidence, avec ou un peu pour. Moi, je demande souvent des détails pour un peu avancer, savoir est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, que je pourrais retravailler après, quoi. Et souvent, en fait, il n'y a pas. Je pense qu'il y a une espèce de politesse de la part des gens qui veulent peut-être pas blesser et en fait, qui disent non, mais c'est vraiment une histoire c'est les goûts, les couleurs, tout ça. En fait, moi, ça me m'aide pas à avancer. Et peut-être que c'est vrai, mais parce qu'on me dit toujours, ça arrive pas si souvent, mais que en fait, oui, il y avait beaucoup de candidats, candidates. Il fallait bien choisir. Mais moi, j'aurais envie d'aller un petit peu plus loin dans le. Genre, est-ce qu'il y a un endroit en particulier que j'aurais pu un petit peu plus travailler, mais j'arrive jamais à avoir du détail croustillant là-dessus, quoi. Oui, tu essayes de trouver le côté positif dans la rupture et de rebondir et d'avancer. Oui. Ouais. Oui, là on est vraiment sur les pires phrases et on avait une phrase, on t'avait gardé une petite phrase mais qui viendra juste après sur la résidence en particulier. Non, t'inquiète pas, vraiment c'est très chouette, c'est fait pour ça, hein. C'est le jeu, vous l'avez compris, c'est on compare les histoires d'éditoristes aux histoires amoureuses parce que on trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances. Donc celle-là, pas mal aussi. Désolée, j'ai déjà quelqu'un dans le même style. Donc une autre, peut-être liée aussi au projet. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous prendre un vent comme ça par un ou une éditrice. Maybelline, toujours pas. Hein. En fait, moi, j'ai juste publié un bouquin, du coup, je n'ai pas trop d'expérience. Et ça, heureusement, on m'a pas sorti des trucs comme ça. Donc pour l'instant, non. On en a encore plein. Ok, super. On va vous les passer. Vous pouvez rebondir sur les cœurs. Oui, là, c'est du coup, c'est peut-être aussi l'éditeur qui, je sais pas, qui a pas trop forcément de réponse, mais qui joue peut-être plus à l'affect, quoi. Quand il y a un début de relation qui commence, et là, peut-être qu'on peut trouver des moyens dérobés, quoi, dans les réponses. Oui, alors, pardon, pour le coup, les questions d'affect, ça intervient pas mal. Et c'est toujours troublant de savoir qu'on est dans un rapport tout de même des affects secrets, alors qu'on est dans un rapport de travail, qu'on est quand même dans un rapport de domination. Les gens du ministère de la Culture ont beau penser qu'un rapport auteuriste, maison d'édition, c'est un rapport d'une entité à une entité. C'est quand même nier ce qu'est un rapport de domination. Et quand des affects viennent se glisser dans des rapports de domination, c'est une drôle de chimie, quoi, bien sûr. Ok, on a un super visuel encore, avec un œil qui pleure car il est triste. Et je ne pourrais pas t'éditer à ta juste valeur, tu mérites tellement mieux que moi. Donc là, c'est un peu plus amélioratif, quoi, forcément. Donc là, on a encore un petit truc. Je ne suis pas exclusif dans mon approche de l'édition, je suis polyfonzineux. Donc ça peut aussi brasser large.
même concernant la pratique en fait, même des artistes-auteurs, quoi. On peut pas se limiter forcément juste à une maison d'édition, on peut aussi faire des bouquins de notre côté. Donc je sais pas si ça... Célia, je sais que tu fais des zines aussi, donc oui. C'est que ça peut aussi t'es capitaine à bord, quoi, en fait, quand tu fais un zine, ou je sais pas trop si t'as un sentiment de quand tu fais un bouquin, un zine, et t'en finis et tu te dis bon bah voilà, c'est mon truc, quoi, c'est mon bébé. Qu'est-ce que tu fais de ça? J'ai pas du tout ce rapport parent-enfant avec mes. Non, il y a pas mes projets, mais... pas de baby shower, non. non. Mais oui, bah. Un commentaire sur le cœur, peut-être. J'ai passé du temps à déformer comme ça sur l'écran. Il y a un scorpion à l'intérieur du cœur aussi. Ah, mais c'est toi qui as fait toutes les petites images derrière? Ouais, bah Bravo. j'ai la suite Adobe Photoshop. Bon, bah, c'est bien. Malgré tes qualités intrinsèques, tu n'as pas été prise dans la résidence de mon cœur. Donc voilà, là, on est sur un truc un peu type, quoi. Donc peut-être que tu as évoqué tout à l'heure. Donc, je sais pas, peut-être un cri de votre part ou quelque chose comme ça, une note sur 20 sur le montage. Ah, je comprends même pas ce que c'est en fait. C'est un cœur qui s'est fait renverser. Il a des pansements et des béquilles. Ah oui, il y a des béquilles. 20 sur 20. Ok, cool. Là, on a pris cette petite capture d'écran sur ton Insta, Loïc, parce que tu disais tout à l'heure sur en fait, le côté des glamours, tu voulais vraiment faire des choses qui cassent justement ce glamour. Et en fait, on a vu sur les commentaires de cette publication, les gens étaient vraiment fans, quoi. J'adore, que c'est beau. On a même un commentaire un peu bizarre, genre j'aimerais bien avoir cette jolie tête blonde sur mon torse, petit smiley. Je sais pas, je pense que la réaction du public était un peu laissé perplexe parfois pour ce bouquin. Oui et non, parce que ça validait ce que je cherchais à faire. Ça validait ce que je cherchais comment dire, à alimenter en parlant du glamour, en parlant de la représentation amoureuse, en parlant de la sensualité. Parce que là, je montrais qu'une partie de la facette de ce personnage. Et oui, en effet, à ce moment-là, voilà, c'est une scène très, très sensible, très suave, qui vient se glisser entre deux remarques racistes et une remarque homophobe, quoi. Parce que Halim est danseur, il est fan de Michael Jackson et elle ne comprend pas, quoi. Elle comprend pas ça. Et le fait que ces commentaires arrivent, voilà, je savais bien que des cordes inudées, un truc suave et tout, oui, ça marche parce que nous-mêmes on réagit à ça, quoi. Nous-mêmes on réagit avec ces codes-là. Et je peux difficilement reprocher aux gens qui me suivent de tomber dans un piège, dans un tel piège, quoi, en fait. Après, c'est aussi étonnant. En effet, je préfère pas trop savoir qui a dit d'avoir cette jolie tête blonde sur le torse, c'est super. Ouais, qu'est-ce qu'on est en train de projeter là aussi encore. Là, on est dans la projection, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans la contemplation, on est aussi dans la projection. On aimerait bien ça aussi, et on est dans du justement, on est dans du male gaze aussi. Ça parle beaucoup de male gaze, ce livre, même si déjà parce que c'est le mien, parce que indéniablement, j'ai été façonné par ça, donc faut bien que je me débrouille avec ça. Et parce que les codes véhiculés par ce couple, par le couple de Alice et Alex, sont des codes dominants et très, même si elle-même est une femme, très marquée de la culture male gaze, quoi, évidemment. Oui. Notre idée, un peu, c'était après toutes ces histoires des amours et ces histoires de rupture avec les éditorices et donc de déclamour, ces questionnements sur l'amour, notamment prince et princesse, et de trouver d'autres formes d'histoire d'amour, ce que tu fais énormément, Célia.
on avait envie de ne pas vous plomber et de passer à autre chose et de se dire ok bon comment est-ce qu'on retrouve un peu la flamme là parce que c'est pas possible sinon on va vraiment tous déprimer. Donc oui, magnifique gift un peu foudroyant. Et donc dans cette deuxième partie, au début on était vraiment parti sur le désamour et tout, et on s'est rendu compte que vous questionnez énormément d'autres formes d'amour, qu'il y avait énormément d'empathie pour vos personnages, qu'il y avait tout un travail de recherche aussi qui était très impressionnant sur d'autres formes d'amour et de questionner l'amitié et tout, et notamment aussi de questionner, Loïc aussi, son propre rapport à la masculinité, la masculinité toxique, le male gaze comme tu l'as dit juste avant. Et notamment par des posts Instagram, des fanzines, un travail personnel aussi et de transmission aussi parce que vous êtes suivis, il y a des gens qui vous lisent, qui commandent vos écrits. Donc du coup, tout ce travail aussi, toi Loïc, que tu as de réfléchir constamment à ta position, à ton point de vue, qui est très intéressant et que tu transmets par tes posts Instagram. Je ne sais pas si celui-là, tu l'as ressorti il n'y a pas longtemps, notamment après l'affaire Bastien Vivet, je crois. J'ai dû le faire il y a 5-6 ans. Ouais. Je crois que c'est la première et la dernière case du On post. t'a fait un petit hop. C'est un gros résumé, mais qui marche aussi comme ça, quoi. Ouais. Je sais, c'est peut-être à l'occasion de MeToo que je l'ai fait. Je sais plus très bien. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un post destiné plutôt aux hommes, enfin qui s'adresse explicitement aux hommes. Et en fait, tous les messages j'ai reçu beaucoup de messages suite à ce post, et j'ai dû le republier 1 ou 2 fois par rapport à certaines raisons. Parce que l'affaire Vivès ou ce genre d'autres choses, quand on vient vous chercher, quand vous dites mais pourquoi tu dis ça, je réexplique pas, je reposte la même chose, parce que ma position là-dessus n'a pas, en tout cas ce socle-là n'a pas changé, donc je reposte, et c'est quelque chose qui était où 90%, 95% des messages que je recevais étaient des messages de femmes qui me remerciaient. Et c'est bizarre parce qu'on me remercie des femmes me remercient moi, un homme, c'est cette situation un peu bizarre où quand c'est un mec qui le dit, c'est cool. Là, c'est audible, quoi. Et déjà, j'étais très content qu'on vienne me parler comme ça, mais c'était pas chiant que les gens s'adressent à moi, mais le constat, ce que ça dresse comme tableau est très questionnant. Et puis il y a des gens qui sont venus me faire chier sur ces posts, quoi. Ça a dû passer sur les forums de jeux vidéo, de ce genre de trucs, oui, voilà, tu connais tout ça. Je suis pas dessus, mais sur le forum ouais, 5 et tout. Ça a dû se relayer ou quoi. Ouais, voilà, sur des forums de jeunes masculins, quoi. Et c'était catastrophique, quoi, ce qu'on m'écrivait parfois. Il y a eu des débats vraiment très houleux, entre des femmes, des hommes, suite à ces posts. C'était assez délirant, quoi, ouais. Et après, c'est marrant quand tu parlais tout à l'heure, Célia, de comment les enfants perçoivent l'histoire d'amour. Moi, mes enfants qui ont 11 et 13 ans ont vu ce post. On en a parlé et on a commenté certaines parties. Et je me rends compte que, je me trompe peut-être, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'outils pour les enfants, les adolescents, pour comprendre ce qui leur arrive en termes d'amour. On leur montre beaucoup de modèles, il y a beaucoup de modèles par les films, par la pub, encore une fois, par plein de récits. Mais en termes de neurosciences, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce qui fait que ces trucs qui arrivent quand tu as 13, 14 ans, j'ai l'impression qu'on est vachement vide d'outils. Je me trompe peut-être, je connais peut-être pas très bien le sujet, c'est peut-être parce que là le sujet m'apparaît sous les yeux d'un seul coup et que je ne connais pas, donc j'ai pas les réponses à ça. Mais je trouve ça en effet toujours intéressant d'avoir ce genre d'outils. Alors, comme je l'ai reposté en effet il y a quelques mois suite à l'affaire Vivès, je vois qu'il y a quand même des hommes qui reviennent là-dessus, qui en parlent avec moi, qui me disent aussi que ça permet de comprendre, d'avancer, donc c'est chouette aussi, tant mieux, quoi. C'est pas juste, ça sert pas juste à
activer des haters sur les forums masculins. C'est déjà ça. Ouais. Ok, très bien. Bah, du coup, on va enchaîner sur le dernier zine du coup de Célia. Donc, fait d'amour et d'eau fraîche. Ou peut-être justement, tu théorises un peu une forme d'amour, quoi, peut-être très très douce. C'était quoi ton envie derrière ça? Peut-être que, je sais pas, quelque chose qui a déclenché un peu justement ton envie de représenter un peu cette forme d'amour plutôt centrée justement sur un peu le câlin. Il y a quelque chose de très doux en fait. Même t'as imprimé ça sur du papier rose, vraiment en 80 grammes. Ouais, il est là le zine. Et c'est un peu comme une petite lettre d'amour quoi que tu as fait au niveau du format, etc. Oui. Alors, qu'est-ce qui a donné envie? Je crois que j'avais envie de parler de choses de faire un espèce de medley de choses que je peux vivre, que j'ai envie de vivre, que des proches à moi me racontent et qui me font envie et que je trouve... Enfin, je les vois pas dans les médias. Je lis un peu de BD, mais c'est vrai que j'en lis pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est pas des histoires que je retrouve beaucoup en bande dessinée. Et c'est vrai que j'ai lu ta BD tout à l'heure et j'ai retrouvé un peu de ça. Et en tout cas, moi j'ai besoin depuis plusieurs années de lire des choses douces qui me font du bien, où il n'y a pas de violence et où peut-être ça peut paraître très naïf et utopiste, mais en tout cas il y a un effet très enrobant et moi le rose ça me fait aussi cet effet-là, donc c'est pas pour rien que je l'utilise, mais en tout cas quand je fais du dessin automatique, souvent je dessine des câlins, des personnages qui se font des câlins, et c'est parce que je pense que j'ai envie de déployer ça dans mes liens affectifs, quels qu'ils soient. Ce rapport au toucher qui, en tout cas moi, dans mon éducation, est très relié à... Le toucher, c'est quand tu es amoureux de quelqu'un, et sinon, ça n'a pas lieu d'être. Et ce que ça peut provoquer, justement, de toucher quelqu'un, les projections, tout ça. Parce qu'on est fabriqué de ces projections-là, quoi. C'est vraiment ça, c'est très doux. En plus, tu as même le petit descriptif. Le corps se détend petit à petit, on le sent dans le dos de chacun, chacune. Il se courbe, se relâche et tout. Avec le soupir à la fin, toute cette description du câlin est vraiment très belle, assez poétique. Et puis surtout, fait d'amour, c'est une conversation entre deux personnes qui s'interrogent sur... qu'est-ce que c'est quand je ressens ou pas du désir pour l'un ou pour l'autre? Qu'est-ce que l'amitié? Ou quand j'ai envie de passer du temps avec une personne, est-ce que c'est aussi de l'amour? Donc c'est plus des histoires de complicité que d'amour romantique, comme tu l'évoquais, Maybelline. Donc des histoires d'amitié qui sont très douces, quoi, qui sont très belles. Et tu montres cette complicité dans tes dessins, dans tes descriptions de câlins. On en a encore d'autres. Avec cette chaîne aussi, cette petite, cette représentation de la fleur au centre, avec tous ces petits personnages autour qui sont tous ces complices, quoi, toutes ces amitiés. Moi, je mets vraiment le mot amour derrière ces amitiés. Aussi même si je dis que c'est dans le zine que c'est compliqué de ne pas hiérarchiser, mais de justement... c'est pas parce que je couche pas avec toi que je suis pas dans un lien d'amour avec toi, quoi. Enfin, pas toi, mais le toi général, quoi. Voilà. Et aussi, Cassandre et moi, on aime beaucoup le double menton, là, ton personnage. Justement, genre, au niveau des décors et tout, il y a des trucs vachement cool. Et il y a le côté, la bonhomie, elle est vachement bien sur
sur ton personnage, et on a retrouvé ça aussi dans Roxane. Peut-être qu'on ne l'a pas vu dans cette page-là, mais tu fais aussi pas mal de corps en contre-plongée. Et aussi, c'est une représentation qu'on voit pas trop dans les bandes dessinées, un peu vraiment les grosses contre-plongées, comme si on voulait faire un selfie et tout, et on allume la caméra et on a ce truc-là. Ouais. Quoi, C'est comme quand t'as envie de faire un selfie sexy, mais en fait t'as un double menton. Ouais. Et alors du ouais, coup, là, on a cette double page du coup de Roxane et son ami qui la console, quoi, en fait. Ouais. Qui la console, ouais. Qu'est-ce que je suis désolée, je suis pas très réactive dans les... Je sais pas trop quoi répondre. Bah là, elle regarde une série à la con. Non, c'est pas une série à la con, ça c'est super bad. C'est Ah, un désolé. grand film. Pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Ah. Peut-être en rentrant ce soir. Ouais. Super bad. C'est une comédie sur 3 ados qui veulent perdre leur virginité avant oui. l'université. C'est très drôle. Bref. Une belle histoire d'amitié aussi. Qu'est-ce que je racontais là avant? Bah, elle se sent déprimée et du coup là elle a un message et on voit dans la dernière case le côté un peu dépité de son amie, quoi. Oui, son amie qui est secrètement amoureuse d'elle d'ailleurs, sans spoiler. Merde, j'ai spoilé. Ah, t'as divulgaché la chose. Et juste si je peux me permettre, moi je suis très heureux de voir cette planche parce que je trouve que la deuxième case, la main qui caresse l'arrière de la tête, derrière l'oreille, c'est un geste hyper beau. Enfin, je trouve que c'est une case qui est vraiment pleine d'amour. Enfin, je trouve superbe, quoi. Vraiment, il y a une justesse dedans qui moi m'a beaucoup touché. Et c'est drôle parce que j'aime bien le rapport qu'il y a entre ces scènes-là et en effet les scènes avec les vues en contre-plongée, les doubles mentons, etc. Enfin, les yeux qui sont souvent pris dans des phares. J'ai beaucoup aimé ce contraste-là. Ça me touche beaucoup. Je t'en prie. Justement, autre scène d'amour, une autre forme d'amour entre la mère et la fille, quoi. Ouais, sa mère qui est une alcoolique. Alcoolique notoire. Une alcoolique qui a peur de vieillir et qui est assez exaspérante. Enfin, comme on peut être exaspéré par notre mère, mais en même temps, elle nous aime tellement et on l'aime tellement. Et du coup, je voulais montrer un peu ce truc de, à la fois t'es exaspéré, t'as envie, tu veux pas la saquer, de l'autre côté tu l'aimes énormément. Voilà. Oui, puis t'as les mêmes gestes, des gestes de douceur tendresse, et ouais. tout. Ouais. Et les deux scènes, dans les deux scènes, elle fait une sieste sur les genoux de sa mère et juste avant, elle demande à sa pote si elle peut dormir chez elle. Et c'est assez doux aussi ce moment où elle peut juste dormir chez quelqu'un, ce moment de refuge qu'on retrouve. Donc cette vision de l'amour qui est plus une forme de complicité, de refuge. Mais dormir avec quelqu'un, c'est le truc le plus intime qu'on puisse faire. Enfin, des trucs les plus intimes qu'on puisse faire, je pense. Bah ouais, carrément, surtout quand tu baves sur l'oreiller, et tu te réveilles le matin un peu collé comme ça. Ça sent le vécu. Ouais. C'est sûr. Oui. Bon là, mettre du poppers dans du coca. À ne pas faire chez soi. Sauf si... ça défonce à mort. Je ferai ça en rentrant en regardant Superbad. Fais gaffe. Ah ouais, ça c'est... Ok, donc là, on va repasser aussi sur un autre ouvrage de Loïc, donc avec une scène d'embrassade. You and Me, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça t'est venu? C'est aussi des strips que tu as fait pour Insta à la base ou c'est d'autres envies? Là, en fait, c'est la couverture d'un fanzine que j'avais fait il y a quelques années, justement lors du festival Fumity, qui a donné lieu ensuite à une sorte de version augmentée avec ce petit livre chez Papercut. Ces deux amoureux, je les ai vus en ville sur le cours des 50 otages. Je passais en vélo et j'ai vu ces deux personnes s'embrasser. Cet homme était vraiment sur un skate. Et je trouvais ça trop mignon. J'ai regardé, c'est trop mignon. Et je pense que je l'ai dessiné une fois arrivé à mon atelier pour garder l'image en tête. J'aimais simplement bien l'image. Je ne sais plus s'il y a une vieille dame avec un tout petit chien à côté. Si, elle a l'air très contente. Mais voilà, toi et moi, je trouvais que cette mini-scène chorale illustrait différentes manières de toi et moi. Ça me plaisait bien.
Ouais, c'est très chouette. Et alors, dans cette double page-là, on a aussi de l'amour filial, mais qui se passe pas idéalement entre un père et son garçon, concernant l'achat de tongs. Et les tongs... Taille 32. Comment ? Taille 32. Taille 32, mais il y a des tongs qui font fille. Et donc ça plaît pas au papa. Et du coup, ça, c'est une scène, j'imagine que tu as dû voir IRL, quoi. Ouais, à la Bernerie en Ré. D'accord. Petit magasin le carrefour principal. Là, il y a le petit magasin de souvenirs et de tongs, donc. Ah oui, je connais. Et bah oui, on voit tous et toutes, je pense, où c'est. Et en effet, j'ai noté les dialogues immédiatement parce que c'était fabuleux. Tu prends celle que tu veux, mais pas celle-là parce que ça fait fille. Et puis papa t'en a trouvé. Regarde, elles sont bien celles-là. Ouais. Il a fini le gosse avec... Oui, ça y est, c'est bon. C'était dingue. Alors l'épilogue n'a pas eu lieu, mais comme il y a la fraiserie à côté, je me suis dit, purée, le pauvre môme, si en plus il demande une glace à la fraise, il lèche sa glace à la fraise. C'est un parfum de fille, quoi. Bah ouais, puis qu'est-ce qu'il va prendre? Puis lécher une glace, enfin bon, t'imagines quoi. C'est non mais c'est en effet c'est un dessin beaucoup plus simple, impulsif, naturel, parce qu'il n'y a pas comment dire la narration n'est pas la même que dans la guerre, et puis l'idée dans ce fanzine était de regrouper des petites notes d'altérité du rapport à l'autre, en fait. Comment ça passe, enfin, dans l'altérité, il y a aussi l'amour, effectivement l'amour filial en l'occurrence. Du coup, 10 ans de thérapie pour ce petit garçon, suite à cette anecdote. Bah, j'espère qu'il portera un jour les tongs qui... Les tongs, ouais, ces tongs de base, quoi. Voilà. Enfin, ouais, je trouve que c'est... Mais ouais, il était tellement... Tu vois, je revois le dessin avec le petit... Celle-là, il est tellement content de les trouver, oui, clairement. c'était tellement triste que son père dit non, ça fait fille. Et on voit même à la dernière case le côté hyper... comment dire, le gamin, il comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Genre, il dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Et il a pas... C'est quoi, il n'a pas forcément les codes, quoi. Et enfin, inculqué par son père. Je crois que dans l'amour, il y a souvent de la sidération comme ça. Qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qui va pas, quoi. Et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devoir faire pour être aimé par l'autre. C'est pas bon signe, ça. Hein. Ouais. Mais juste, le mec, il a claqué son fils parce qu'il mangeait une glace. Non, ça c'est fictif. D'accord. Non, l'épilogue est fictif, mais vu la scène d'avant. Bon. Alors, amour et plage toujours. Donc là, on a un petit diptyque et aussi un petit bond dans le temps. Donc alors, c'est un couple justement qui parle un peu sur le littoral. Donc je trouve ça fou que dans ta famille, ils soient tous pas classe, sauf toi. C'est vrai, tu me trouves classe? Ben oui. Et donc le personnage songe à ne pas péter, donc pour rester dans son rôle d'homme classe. Et on voit à la fin de sa vie que voilà, on ouvre les vannes et on s'en fout un peu, quoi, parce que les souvenirs sont là. C'est trop mignon. Donc tu te souviens de cette plage, mon lapin? Bien sûr que je me souviens, mon chou, et voilà, quoi. Après la magie opère. Tais-toi et embrasse-moi. Alors c'est aussi à la Bernerie en Ré. Il se passe plein de choses liées à l'amour à la Bernerie en Ré. Et la première planche, enfin les 3 premières cases sont véridiques. Voilà, c'est une conversation entendue sur la plage. Ça rejoint aussi le rapport de classe aussi, en fait. Ah bah oui, on est en plein là-dedans. Enfin, toutes les questions aussi de qu'est-ce que c'est que l'ascension sociale, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd dans l'ascension sociale. Qu'est-ce qu'on met de côté, justement, y compris ses flatulences, quoi. Allez, on continue. Donc, la forêt dans laquelle nous... Donc, très très bel ouvrage. Et il y a encore 2 scènes de câlin, en fait, de tendresse. Et du coup, je te laisse la parole, vas-y, dis-moi. Oui, ce fanzine, il est très beau. Il y a plein de techniques qui sont utilisées différentes. C'est très impressionnant. Et surtout, le titre, il est assez mystérieux. La forêt dans laquelle nous... Donc, nous aimons, nous festoyons, enfin... Du coup, il y a vraiment cette idée qui est très,
très belle, de cette utopie de la forêt. Est-ce que c'est cette forêt où on s'aime? Est-ce que du coup, dans cette forêt, tu questionnes plein de formes d'amour, plein de formes aussi de notions de parentalité différentes? Je ne sais pas si... Enfin voilà, si tu as envie d'en parler un petit peu. Est-ce que tu as une question précise Ouais, à me poser? moi j'ai envie d'aller dans cette forêt en fait, mais pas juste pour cueillir des champignons, j'ai envie de vivre avec ce groupe et tout, il donne vraiment envie, c'est très beau, il y a toute cette histoire de câlin, enfin, on est vraiment dans cette communauté de sorcières qui est, enfin je sais pas, c'est d'où est venue l'idée, enfin pourquoi est-ce qu'on fait pas cette communauté maintenant tout de suite après la table ronde, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'on fait encore là, pourquoi est-ce qu'on va pas dans la forêt festoyer et nous aimer? Bah oui, allons-y. Ouais. Oui, il y a un côté un peu... En fait, ce livre, il s'est construit un peu dans la précipitation, tout en ayant pris énormément de temps. Enfin, c'est assez étrange. En fait, je voulais, il y a 5-6 ans, je voulais écrire une bande dessinée sur une communauté de sorcières qui vit dans la forêt. Et en fait, je remplissais des carnets et il n'y avait pas de BD qui arrivait. Et l'été dernier, pour un festival, j'ai décidé de construire une narration avec les bases que j'avais dans mes carnets. Parce que je les montrais à des proches et on me faisait beaucoup de commentaires positifs dans ce qu'il y avait dedans. Et puis, il y a vraiment une évolution entre le début, le premier carnet, et puis je crois que j'en ai 5 ou 6. Il y a eu un regard qui a évolué sur la symbolique de la sorcière, où au début j'étais vraiment dans quelque chose de très très essentialisant et en mode oui, la femme, son rapport à la nature, tout ça, et finalement j'y ai vu beaucoup de marginalité dedans, et j'ai vu c'est encore en train de changer, hein. Je m'aperçois de plein de choses, mais du coup derrière les marginalités, moi j'ai vu un peu aussi tout ce qui est les marginalités queer, des vies en marge, quoi. Et en fait, ces carnets, ils sont aussi remplis de notes, de scènes que j'ai vues, que j'ai vécues, ou qu'on m'a racontées. Et j'ai trouvé que ça racontait plein de choses que je vois pas, encore une fois, forcément dans des ouvrages disponibles en librairie. Et j'avais envie de les rendre visibles. Et je pense que le choix de la forêt, c'est aussi cette symbolique c'est un peu l'invisible aussi. C'est ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas d'habitude. Et en même temps, cette espèce de cocon où on peut faire des trucs que les autres ne voient pas. Et il y a le côté, oui, c'est l'endroit des sorcières aussi, mythologiquement parlant. Et historiquement parlant aussi, je pense. Mais voilà, j'avais envie de montrer quand même, de rester sur ce truc de je vais montrer une communauté qui vit dans la forêt et qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il se passe des choses qui se passent déjà et qui se sont déjà passées. Je m'inspire de faits historiques, de choses que je vis dans des festivals féministes, ou que je vis en intimité. Voilà, c'est fait de tout ça, quoi. Oui, et puis la forme, elle est vraiment très libre, parce que vu que tu as juste scanné, enfin toi aussi ton livre en lui-même est en marge, parce que tu as scanné tes carnets, donc tu nous as offert, il y a vraiment à la fois du crayon, de la peinture, du feutre, t'as tous les médiums possibles, et ça en fait un livre aussi en marge qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans les librairies. Et en fait, c'est assez génial, quoi. Pas besoin d'avoir une bande dessinée. Moi, j'adore. Tu retrouves aussi cette flamme, la flamme dont on parlait, dans cette liberté totale où tu n'as pas de phrase de rupture avec des éditoristes, parce qu'on est dans une forme complètement libre, comme dans cette forêt, quoi. Puis c'est du papier, la forêt.
Là encore, on a un autre exemple des dessins qu'on peut retrouver dans le fanzine de Célia. Et pareil, toutes tes recherches graphiques, c'est très différent. Et en même temps, il y a toujours ce lien. Il y a le lien dans le discours, il y a le lien dans les chapitres qui évoluent et tout. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai très admiratif de cet ouvrage, vous avouerez. Oui, c'est comme ça que j'ai réussi à construire le livre, quoi. Ok, il n'y a vraiment aucune cohérence graphique. Mais là où je peux en trouver, c'est dans la narration et en faisant dialoguer des images qui ne dialoguent pas forcément toujours dans le carnet et en chapitrant. Et j'ai vraiment dû faire ça assez rapidement et du coup j'ai trouvé des thématiques et je pense qu'on pourrait encore les remélanger. Enfin, c'est un livre qui pourrait être réécrit je ne sais pas combien de fois. Et c'est en ça que je pense que j'ai aussi trouvé mon compte là-dedans, c'est qu'en fait c'est un jeu de construction narrative et de l'objet aussi en lui-même, parce que j'ai fabriqué le livre et du coup ça m'a aussi amené une autre dimension qui n'est pas dans du dessin là. Comment travailler le support pour valoriser ce qu'il y a dedans aussi. Ça marche très bien. Ce cache-cache dans la forêt, c'est un vrai jeu et je pense que après on prend les sentiers, on y va ensemble en se tenant la main. Encore des histoires de complicité et d'amour. On a encore cette planche parce qu'on l'a trouvée magnifique, Maïveline. Et oui, on sait. Notamment, peut-être ton amour. Si tu peux nous parler du médium aussi, avec quoi tu dessines et tout. Ouais, je travaille presque exclusivement au rotring depuis plus de 10 ans et c'est ma grande passion. J'adore le noir et blanc et le rotring ça permet d'avoir des très beaux contrastes noir-blanc et un trait hyper précis. Et puis je sais pas, il y a peu d'outils qui m'apportent autant de satisfaction quand je dessine. Du coup je suis vraiment obsédée par ça, quoi. Mais ça coûte très cher. Donc voilà, faut peut-être qu'à un moment que j'essaye autre chose, mais je suis pas obligé. J'adore. Je sais pas, j'aimerais bien faire de la couleur à un moment quand même. Mais à chaque fois que j'essaye, c'est un peu foireux. Vous pouvez m'apprendre peut-être. J'aime bien aussi le sens du détail, en fait, au niveau des mains, etc. Vraiment, même la jambe qui est là au milieu, au niveau de la composition, c'est hyper intéressant, quoi. Bah merci. Genre, j'adore les mains. Ouais, tu fais vraiment des mains qui sont top, quoi. Bah, c'est marrant parce qu'il y a un mec en festival il y a quelques mois qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai pas trop aimé ta BD. Mais les mains, si. Non, justement, il a dit parce que les mains, c'est une catastrophe. Elles sont toutes complètement foirées. Et c'est pas faux. Parce qu'elles sont un peu mal dessinées. Mais bon, ça me dérange pas. Je sais pas si c'est un critère hyper pertinent. Ouais, c'était un peu gratos. Alors là, on retombe un peu sur les sextobers de Loïc. Donc, tu as fait des petites précisions sur ce petit challenge. En fait, il y a aussi les dessins qui sont exposés à côté, dans le cadre du salon, et aussi ce que tu as fait hier en performance live. Et on parle aussi de justement retrouver la flamme. Et ça, c'est une série où justement tu as retrouvé un peu la flamme du dessin, quelque chose d'instinctif, peut-être de très spontané. Donc j'imagine que ça a dû te faire du bien. C'était en fait assez régulièrement, je participe au défi Inktober, c'est un dessin par jour pendant 30 jours. Et puis au bout de 2-3 ans, j'en ai marre de suivre les thèmes proposés, enfin plus ou moins proposés ou imposés, les thèmes officiels, les thèmes officieux. Et j'ai commencé à faire des thèmes qui m'allaient. Et je crois que l'année précédente, j'avais fait un thème qui s'appelait le Deathtober. C'était des dessins de gens morts qu'on aimait. Et j'avais dessiné quelques personnes que j'ai connues, qui ne sont plus là aujourd'hui. Ça allait de mon père à un petit lapin que j'avais quand j'étais petit, à un ado que j'ai connu et que j'ai suivi un petit peu quand je bossais dans des trucs un peu, enfin j'étais bénévole dans des trucs sociaux et qui a été tué dans la rue. Enfin voilà, c'était des histoires très, très diverses comme ça.
Et comme, heureusement peut-être, je ne connaissais pas 31 personnes mortes dans mon entourage, j'avais proposé aux gens qui suivaient ce défi que je dessine en fait des gens qu'ils aimaient et qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc des gens m'ont demandé de dessiner leurs compagnons, leurs compagnes, leur père, leur mère, quelques célébrités parfois, des amis, des proches, des gens que j'ai connus aussi parfois, enfin des gens dont je voyais qui c'était. Et c'est devenu très intense, très vite, quoi, très chargé. Et je me sentais mal de ne pas prendre ce truc un peu à cœur. C'était un travail au pinceau très minutieux. Et l'année suivante, c'était une période un peu merdique pour moi. Il s'est passé des événements pas cool dans ma vie qui m'ont vraiment ralenti dans le processus de travail qui est celui d'une bande dessinée intense et long. Pendant plusieurs semaines, j'étais pas capable de dessiner, j'étais pris vraiment par autre chose. Et c'était au mois d'octobre. Et en fait, le fait de faire un dessin par jour, de rester accroché à ça, de dire pendant ce mois-ci, je fais ces dessins. Et cette année, non, je n'ai pas dessiné de gens morts. Là, je ne me sens pas capable de faire ça. Donc, je crois que j'ai fait un sondage. Est-ce que je dessine des espèces en voie de disparition ou des scènes de cul? Tout le monde veut des scènes de cul, vas-y. Et donc voilà, j'ai fait ces dessins pendant un mois. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Alors évidemment, très vite, ça m'a mis face à ce que, comme en plus je devais préparer les scènes de cul faussement glamour pour la guerre, ça m'a mis face à plein de questions de représentation. Ça interroge encore une fois mon regard d'homme. J'ai travaillé sans documentation, par recherche successive. Mais oui, c'est un projet qui m'a tenu pendant un mois, clairement, bien sûr. Oui, et puis tu as retrouvé une vraie liberté dans le dessin, alors que ce que tu viens de dire, tu te prenais la tête sur toutes les scènes de la guerre. Ouais, et puis c'était aérien, c'était léger, c'était aérien. Enfin, là, pour le coup, j'aimais bien le contact du pinceau, un truc très subtil. Enfin, il y a très peu, que quelques poils d'animal mort pardon, qui vous relie à la feuille, et c'est avec l'encre qui coule dedans. Enfin, c'est quelque chose de beau. J'aime bien le travail au pinceau pour ça. Et tu l'as fait 2 fois, non? Ouais, je l'ai refait en 2021, je crois. J'en ai refait quelques-uns à la couleur ce coup-ci, à la plume et à la couleur. Voilà. Et vraiment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'exposition, elle est au bout du salon. Et il faut prendre il y a des petites lampes torches et tout. C'est assez délicat, c'est assez réussi. Il faut avoir plus de 18 ans. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne veut pas avoir de problème. Ouais, on remercie les animaux morts qui m'ont servi pour les pinceaux, cette série. Donc, des Marthe Kolinski, je pense. D'accord. Alors on va conclure cette table ronde par d'autres visuels plutôt chaleureux. Donc l'amour toujours, hein, nous fascine beaucoup, y compris sur internet, sur les skyblogs. Donc quand on a fait un peu des recherches pour la table avec Cassandre, on a un peu saisi tout le potentiel incroyable d'internet là-dedans. Donc là, on est sur le skyblog Amour et cœur brisé 41. Donc ce blog est créé par 2 sœurs au cœur blessé. Si les vôtres ont besoin d'être consolés, nous vous invitons à le visiter. Donc voilà, il y a des petits poèmes, etc. Donc je sais pas, Maybelline, si tu avais un skyblog. J'avais un skyblog. J'ai réagi très vite. C'était un skyblog où je mettais une photo d'Orlando Bloom par jour. La même ou une différente? Une différente à chaque fois. Il est toujours trouvable si tu veux. D'accord, on mettra le lien en description. Donc, ouais, un super poème. Le cœur symbolise l'amour symbolise le bonheur. Et le bonheur est symbolisé par un sourire. Après, je vais pas lire jusqu'au bout parce que... plaisir d'amour, donc voilà, 2 personnes qui s'embrassent avec une typo audacieuse. J'aime bien le côté un peu panorama, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je crois que c'est le dernier, celui-là. Ah non, c'est pas le dernier. Donc là, on est sur un GIF. Donc, on est peut-être aux Seychelles. C'est peut-être le couple
de la guerre. Là. L'île Maurice, j'ai retrouvé, ça y est. Ah. Mais on y est. Ou bien peut-être à la Bernerie aussi. Donc voilà. Et on voit, il y a un petit détail quand même pour l'eau là. En fait, elle flotte. Il y a quand même un petit travail quoi, derrière tout ça. Et c'est Minoucha Passion qui nous a fait ça. Il y a son pseudo à côté. On la salue. Alors, dernier gif, I love you. Donc c'est peut-être le mot de la fin, hein, c'est le message le plus important. Et voilà quoi. C'est pas très déconstruit quand même. Hein. Alors non, on n'est pas trop là-dedans malheureusement. Justement, trop de travail, donc on avait envie de revenir à Skyblog. Aux valeurs sûres. Mais tu vois, tout à l'heure, je parlais du fait que les ados avaient peu d'outils pour parler d'amour. Putain, qu'est-ce qu'on leur a laissé? Qu'est-ce qu'on laisse aux mômes pour parler d'amour? Je suis catastrophé. Déjà, qu'est-ce qu'on laisse aux mômes de manière générale? Mais pour parler d'amour aussi, c'est waouh, c'est pas gagné. Non, non, pas du tout. En tout cas, on vous remercie. Parce que merci. Ouais, c'était très Merci chouette quand même Merci. de parler de désamour, de déglamour et puis de retrouver un peu la flamme avec vous. Vous pouvez, on va vous retrouver sur des performances, notamment Bruit d'amour, une performance dessinée et sonore et sensuelle ou pas, bref, qui est là-bas dans un studio d'enregistrement. Et plein d'autres des séances de dédicaces. Vous retrouvez tous les bouquins au salon. Je sais pas si je fais le côté pub. Ok, super. Super. Oui, merci. Et pour le mot de la fin, on a une petite chanson, un karaoké? Non, peut-être pas. Ouais. Alors non, mais c'est un artiste mexicain qui s'appelle Angel Ortiz que j'ai trouvé à travers mes petites recherches sur YouTube. Et il va nous interpréter sa version de Miley Cyrus Flowers. Donc voilà quoi. Il est là, il chante. Puis on va s'arrêter là-dessus en chanson quoi, tout simplement. Il est avec sa petite guitare et ses trompettes. Et c'est merveilleux. No quise dejarte, no te mentiré, tanto lloré hasta que recordé. Puedo comprarme flores